c'est la solidarité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. À peu près 13% de personnes qui vivent dans notre ville sous le seuil de pauvreté. Alors on pourrait dire c'est moins que dans les autres villes, mais quand on se dit 13%, on mesure, ça fait beaucoup de monde. Et donc on a un devoir de solidarité, et on le porte ensemble. Et puis, je le dis tous les soirs, je le redis parce que c'est peut-être ce qui fait le plus notre force, ce qui nous rassemble, parce qu'on est tous différents. On a tous la même volonté, on a les mêmes engagements, mais ce qui nous rassemble, c'est qu'on est porteur de la laïcité, tous ensemble, ici. Voilà. Alors je vous demande d'applaudir la laïcité, parce que c'est finalement ce qui fait la force d'une équipe, cette capacité à avoir respect, tolérance, mais aussi force de conviction. C'est une laïcité qui n'a pas besoin d'adjectifs. C'est une laïcité qu'on a au cœur, en nous. Et c'est celle-là qui fera qu'on va gagner. Cette liste, c'est une liste, vous l'avez vu, qui est diverse, mais elle a une qualité, je le sais déjà, elle est, je l'ai dit, animée d'une même passion pour la ville, mais tout ça, on peut le dire, mais elle est unie. Nous sommes unis, c'est-à-dire que nous sommes rassemblés, parce que nous sommes porteurs de rassemblement, parce que dans une ville, on doit toujours chercher à rassembler. Moi, dès le premier jour où j'ai été maire, j'ai jamais renié mes origines socialistes. Ça, d'ailleurs, si j'oubliais, ils n'oublient pas de me le dire. Ils disent voter Rebsamen, c'est voter Hollande. J'essaye de dire ça. Très bien, j'ai beaucoup de respect pour François Hollande, mais je ne suis pas François Hollande. Et voilà, je suis François Rebsamen, maire de Dijon. Et pas maire socialiste de Dijon. Je suis socialiste et maire de Dijon. C'est une différence. La différence, c'est que je représente, quand on est maire, on représente tous les Dijonnais. Tous les Dijonnais. Et on a cette volonté, on connaît nos valeurs, je viens de les présenter. Et tous ici, qu'ils soient écologistes, démocrates, républicains, tous ici, radicaux, que sais-je encore, tous ici, on est porteurs de ces valeurs de rassemblement. Parce qu'une ville, ça se dirige, ça se construit dans le rassemblement, et pas dans la division. Alors quand on n'est même pas capable d'être rassemblé sur sa liste, c'est pour que vous suivez, hein. Quand on n'est même pas capable d'être rassemblé sur sa liste, quand on dit du mal de l'autre qui est sur sa liste, et que l'autre dit du mal de vous qui êtes sur la liste, c'est mal parti. C'est mal parti pour la suite. Nous, ici, on est rassemblés. Et puis, si on est rassemblés, c'est parce qu'on a déjà été rassemblés. On se montre tel qu'on est. Je le disais, c'est un enseignement, hein. Il y a des enseignants sur la liste, mais je l'ai dit hier soir, ça m'est venu comme ça, c'est une belle phrase de Jaurès. On n'enseigne pas ce que l'on veut, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Et nous sommes unis et rassemblés ici, pour Dijon, pour notre ville, pour porter les valeurs de notre ville. Pas une fois au cours des 13 ans, l'union n'a été mise à mal. Pourquoi? Parce que on va se rassembler sur quoi? Sur nos valeurs, bien sûr, sur un projet. On se rassemble sur un projet. Les propositions qui vous seront présentées, alors là, je le dis à la presse, vous les aurez pas avant la semaine prochaine, hein? Tant pis. On les donnera la semaine prochaine. On les présentera ensemble dans une conférence de presse, tous ensemble. C'est ce qui nous engage vis-à-vis des Dijonnaises et des Dijonnais. Et c'est ça qui fait qu'on est unis et rassemblés. On a travaillé ensemble ces propositions. On les a préparées, on les a étudiées, on les a réfléchies ensemble. Et donc, elles nous engagent après. Elles nous engagent. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est comme ça qu'en 13 ans, je le redis, il n'y a pas eu une fois un incident. Pas eu une fois un incident entre nous. Pas une fois un adjoint à qui j'aurais été obligé de retirer sa délégation, ou que sais-je encore. Pas beaucoup de municipalités qui peuvent en dire autant sur une aussi longue période. Et ça va continuer. C'est l'engagement que nous prenons, que je prends au nom de tous ici. Et donc, vous avez là, je l'avais dit l'autre jour, la martingale gagnante. Un bon maire, je le redis, je le redis, merci. Une belle équipe, un bon bilan, on ne peut pas nous le retirer, on a un bon bilan.
bien sûr, mais je vous parle. De quel bilan on a, les amis, franchement. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas quand on fait, vous savez, on fait chaque année ce qu'on appelle un baromètre municipal. Le baromètre municipal, ça permet de voir ce que les Dijonnais attendent. C'est une sorte de sondage annuel que l'on fait. Alors, cette année, le sondage, il va être grandeur nature. Hein, c'est le vote. Mais on en avait fait un l'année dernière, c'est pas si loin que ça. Et quand on demandait aux Dijonnais qu'est-ce qu'ils pensaient de l'action de l'équipe municipale, de la mairie, de la municipalité, ils étaient 85% à dire que ce qu'on avait fait, le bilan était bon. Alors ça n'a pas changé en un an, hein. Je vais vous rassurer, ça n'a pas changé en un an. Au contraire, depuis, de nouvelles choses se sont mises en œuvre. Et donc, on a un bon bilan. Et ce bilan, on le décline, je le décline tous les soirs, dans des réunions, des grandes, des petites, des moyennes, tous les soirs, parce qu'on est respectueux des électeurs. C'est pas eux qui viennent à nous, c'est nous qui allons à eux, partout, dans les quartiers. Hier, c'était au Marmuseau. Avant-hier, c'était Bervizet, ou avant-avant-hier, etc., etc., dans tous les quartiers. Et donc, vous pourrez nous retrouver dans les quartiers de la ville. Ce bilan, j'ai regardé un peu cela, je l'ai développé, mais c'est celui qui, comment dire, qui est bâti autour de la confiance. Et je crois que c'est ça peut-être qui fait la force de ce bilan. Non pas, je ne vais pas égrener les mesures, vous les connaissez, tout le monde sait ce que nous avons fait ces dernières années. Mais je dois dire, ce bilan, ça nous permet aujourd'hui de nous tourner vers les Dijonnais avec confiance. Parce qu'on a confiance, et on sait qu'ils ont confiance dans notre manière de gérer la ville. Je vais vous donner un exemple. Nous, on n'a jamais caché qu'on augmentait les taux d'imposition, on le dit les vérités, on augmentait les taux d'imposition toujours au maximum de l'inflation. C'est ce qu'on a fait pendant 13 ans. Au bout de 13 ans, ça fait quand même une augmentation. Quand vous augmentez même de 1% chaque année, au bout de 13 ans, ça peut faire 13%. Et donc, on l'a toujours dit. Et donc, quand on pose la question aux Dijonnais, est-ce que vos impôts locaux ont augmenté, ils nous répondent oui. Et c'est vrai, ils sont pas dupes. Ça a augmenté, oui. 75% nous disent qu'on a augmenté leurs impôts. Donc ça prouve que ce qu'ils disent est vrai. Mais quand on leur demande est-ce que ces impôts sont bien utilisés, ils sont 77% à nous dire que nous utilisons bien leurs impôts. C'est ça la plus grande satisfaction qu'on peut retirer. C'est savoir que nous disons la vérité et en retour, on nous fait confiance sur l'utilisation que nous faisons. Parce qu'ils la voient, l'utilisation. Ils la voient de la petite enfance, avec les créations de maisons de la petite enfance, jusqu'aux personnes âgées, avec la création d'EHPAD, qui ont des prix de journée moins élevés que les autres, c'est-à-dire pour les personnes qui sont des personnes âgées dépendantes. Et donc ça, c'est deuxième raison de confiance. Ils ont confiance dans notre manière de gérer la ville. Et puis, je crois qu'ils ont confiance dans l'évolution de la ville. Je le dis, on a cette chance que les Dijonnais sont fiers de leur ville. Écoutez, c'est incroyable. Quand, dans ce sondage, on leur pose la question aux Dijonnais, est-ce que vous êtes heureux de vivre à Dijon? C'est 96% qui vont répondre oui. C'est plus facile, je ne devrais pas trop le dire, c'est plus facile pour une équipe municipale de construire une cohésion, de construire un vivre ensemble à partir d'une population qui vous dit déjà à 96% qu'elle est contente de vivre dans sa ville. C'est pour ça que je dis tous les jours qu'on ne peut pas être candidat à une élection municipale, on ne peut pas avoir une équipe et passer son temps à dénigrer la ville. Ce n'est pas acceptable de passer son temps à dénigrer la ville. Je vais en dire quelques mots. Et je vais vous dire pourquoi. Et puis, ils ont confiance parce que je crois que les valeurs que nous portons, que j'ai énumérées tout à l'heure, ces valeurs-là, elles sont largement partagées par l'ensemble de nos concitoyens. Et la pratique que nous avons eue, la praxis, notre praxis, ça c'est parce que ça me rajeunit quand je dis ça, bon, c'est pour ceux qui connaissent cette histoire,
la pratique que nous avons, notre pratique, eh bien, elle est comme on est, ils nous voient, ils nous connaissent, ils nous reconnaissent, ils savent qu'on porte des valeurs, et c'est ça qui fait qu'ils portent un bon jugement sur le bilan que nous avons. Alors moi je pensais, un peu naïvement, je suis pas naïf, hein, mais enfin un peu naïvement quand même, que ça suffisait pour avoir, parce que une élection c'est un beau débat normalement, c'est un débat démocratique, c'est on ferait ça, non, il vaudrait mieux faire ça, voilà, c'est ça qui enrichit un débat démocratique. Et l'autre soir, je ne sais plus dans quelle salle nous étions, il y a quelqu'un qui m'interpelle et qui me dit « C'est bien beau ce que vous dites, monsieur le maire, nous on le sait, mais hier j'étais à une réunion de votre concurrent principal, je ne sais pas s'il est principal, hein, je le redis, mais enfin bon, j'étais à une réunion de votre concurrent UMP et il a dit des choses tellement contradictoires par rapport à ce que vous êtes en train de dire que je vous demande de nous dire la vérité. » Et là, je me suis dit, attention, si s'en vont dans toutes les réunions, il en fait moins que nous, ça c'est vrai, mais enfin, si dans les réunions qu'il fait, il dénigre systématiquement la ville, mais aussi il dit et il s'en va proférant des contre-vérités, alors ça peut faire son chemin. Ça peut faire son chemin. À la limite, on pourrait dire, plus c'est gros, plus ça passe. Alors j'ai décidé, nous avons décidé, qu'on allait pied à pied rétablir et s'amuser un peu en relevant toutes les contre-vérités qu'il peut proférer. Alors, j'en ai fait un petit listing, hein, comme ça vous pourrez aller le lire. Alors, la première, donc, ah oui, je voulais leur dire aussi, il ne faut pas que dénigrer la ville, ils dénigrent leur propre quartier. Souvent, ils dénigrent leur propre quartier. On a des exemples, Laurent, tu vois ce que je veux dire. Ils dénigrent le propre quartier dans lequel ils habitent. Et ils sont plutôt soutenus, c'est comme ça, par des propriétaires aisés. Et ils font baisser le prix de leur propre appartement, de leur propre maison dans les quartiers qu'ils dénigrent eux-mêmes. Ils ne s'en aperçoivent même pas. C'est grave. C'est grave. Donc il ne faut pas dénigrer sa ville, il faut la porter. Et donc, premier point que j'ai remarqué, c'est les finances. Les finances que mon concurrent UMP ose parler de la dette. Non mais sincèrement, il y a un moment où on dit arrêtez, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Dijon, c'est les chiffres qui viennent de tomber, c'est la 4 millième ville la plus endettée de France. Il y en a 3998, parce qu'en réalité c'est 3999. 3998 devant nous. Et des grandes villes, bien évidemment. Mais il y en a une petite, elle s'est glissée dans le haut du classement. C'est vrai, c'est une petite ville. C'est une petite ville du nord de la Côte d'Or. C'est une petite ville, elle est 174e ville de France sur les 36 000 communes. Et son maire est candidat pour être maire de Dijon. Non mais, on va quand même pas confier les clés de la ville à quelqu'un qui a mis sa ville en faillite, enfin sa commune en faillite, franchement. Non mais faut le dire. Donc, disqualifié pour parler de la dette. Il ne savait même pas, je regarde Michel Nonio parce qu'il sait ce que c'est, il ne savait même pas qu'on n'avait pas le droit, quand on était maire, de faire un budget en déficit. C'est interdit, hein, je vous le confirme. Hein. Quand on est maire, on n'a pas le droit de présenter un budget en déficit. 2 années durant, il a présenté un budget en déficit. Du coup, il a été mis sous tutelle par la Chambre régionale des comptes. C'est public, hein, ce que je dis, vous pouvez le vérifier, allez voir le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et ça vient nous donner des leçons en matière de gestion. Ah ben non, c'est pas possible. Alors allez-y, dites-le, 174e commune. Ensuite, deuxième raison de les disqualifier, la baisse des impôts. Alors ils s'en vont partout, ils veulent tout baisser. D'abord, ils commenceraient par baisser le service public, hein, ça c'est clair. Mais ils veulent baisser les impôts. C'est quand même, là encore, c'est quand même incroyable. Ils viennent d'augmenter au Conseil général de 13,6% les impôts fonciers dans notre commune et dans toutes les communes de Côte d'Or, et ils viendraient nous faire croire qu'ils peuvent baisser les impôts, mais qu'ils arrêtent déjà de les augmenter au Conseil général. Enfin, un peu, quand même. Je passe sur
les gros mots sur les attaques personnelles. Celle-là, je m'y attarde pas. Je prends des exemples concrets et tout. Mais enfin, je voudrais dire à cet instant, ici, ma solidarité avec le directeur de l'Opéra. Parce que je ne peux pas laisser dénigrer ce qu'a fait Laurent Joyeux cette année. Le Ring, c'était formidable. Ça peut ne pas intéresser le maire d'une petite commune rurale du nord de la Côte d'Or, mais on n'a pas le droit d'en dire du mal, on n'a pas le droit de dénigrer, parce qu'il y a 18 000 personnes qui sont venues voir une œuvre formidable à Paris, formidable, et donc, je dois le dire ici, je ne laisserai pas dénigrer le directeur de l'Opéra et ce qu'il a fait cette année. Et en plus, on me dit que sur sa liste, enfin en tous les cas, c'est ce que nous disent certaines de ces colistiers ou colistières, ils disent qu'ils aiment l'opéra. Qu'on prenne qui pourra. Bon. Alors, ils voulaient baisser. Ils veulent encore baisser le prix du ticket de bus, parce qu'ils disent qu'à 1,50 €, c'est un des plus chers de France. On voit qu'ils ne prennent pas souvent le bus. On voit qu'ils ne prennent pas souvent le bus. Même d'ailleurs, on peut soupçonner qu'il ne l'ait jamais pris, vu les PV qu'on lui met, parce que sa voiture est mal garée. Donc, voilà. Ah, il nous cherche, ben, il va nous trouver. Il nous cherche, il va nous trouver. Hein, parce que pour débattre, il faut partir de faits qui sont les mêmes. Ok, on peut me dire 1,20 €, le ticket de bus, c'est cher. Là, je dirais non, c'est le 5e le moins élevé de France. Ticket de tramway aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si on le prend, non pas à l'unité, mais si on le prend par 11, hein, c'est bien ça, ça revient à 1,09 ou quelque chose comme ça. C'est comme NKM à Paris qui pensait que le ticket de métro était à 12,50 €. Hein, ça ne peut pas mal. Voilà. Donc, après, on peut débattre. On nous dit, oui, 1,20 €, on pourrait faire un effort. Ça j'entends. On ne commence pas une discussion en nous disant des chiffres qui sont faux. Après, il veut baisser le nombre de logements construits. Ça, j'ai immédiatement alerté les offices HLM, la Fédération du bâtiment et surtout ceux qui attendent des logements. Ceux qui attendent des logements. Parce que ne plus construire de logements aujourd'hui, c'est revenir à la situation antérieure. Et je voudrais rappeler qu'il y a une loi qui s'appelle Solidarité, Renouvellement Urbain, qui fait obligation aux communes d'avoir d'abord, dans un premier temps, 20% de logements locatifs à loyer modéré sur leur territoire. Et bientôt, demain, 25%. Et nous, quand on est arrivé, c'était à 11,5%. Et on s'est donné comme objectif de respecter la loi. Pas facile, il faut en construire des logements pour y arriver. Il faut en construire 800, 900 par an. Alors s'ils veulent arrêter de construire... J'avais oublié de vous dire, il y a des choses qu'ils veulent reconstruire. Ils veulent refaire des parkings. Partout dans le centre-ville, ils veulent refaire des parkings et ils veulent refaire passer les bus rue de la Liberté. Voilà un programme. Vous voyez un peu où on en est. Parce que ils ont dénoncé le cœur de Dijon ne bat plus. C'est un médecin. Hein. Le cœur de Dijon ne bat plus et nous sommes guettés par la thrombose. Il faut qu'il arrête de filer la métaphore. Alors, c'est quoi un cœur qui bat plus? J'ai regardé les chiffres. C'est un cœur de ville, je parle du centre-ville, où il y avait en 2011 1 082 000 piétons. 1 082 000 piétons, parce que c'est mesuré, les services de la ville mesurent cela. Il y en avait 1 280 000 en 2012. C'est un cœur qui bat plus, vous l'avez compris. Et en 2013, année où on a piétonnisé, 1 315 000, malgré les difficultés du début. C'était moins facile de circuler à pied, de se promener. Et donc, ça progresse. Alors après, on peut débattre, mais on ne peut pas débattre à partir de chiffres qui sont faux. C'est à ça que je m'emploie, c'est redire la vérité. Redire la vérité. Avoir le courage de dire la vérité, disait Jaurès. Ce soir, il est à l'honneur. Et quand je suis là, en général, Laurent, il est à l'honneur. C'est bien. Grand Dijon. On dit Grand Dijon, il n'y a pas beaucoup d'emplois. 138 000 emplois.
mes chers amis, sur le Grand Dijon, il y a 138 000 emplois. Alors, après, on s'étonne que les gens viennent de l'extérieur pour travailler à Dijon. Et dire, Dijon a perdu 2300 emplois. Non, c'est pas vrai. Depuis 2001, Dijon a gagné 2500 emplois. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, il y a eu des pertes d'emplois, et je connais les difficultés de certaines entreprises. Encore aujourd'hui, on se bat là-dessus avec les salariés. Ils ne nous découvrent pas, les salariés, ils nous connaissent. Ils savent qu'on se bat pour leur emploi. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, en 2012, 2011, on a perdu des emplois. Mais le seul, aujourd'hui, si on prend nos mandats, c'est un solde positif de 2500 emplois. Et donc, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Et puis, je vais continuer, parce que le taux de chômage à Dijon, il a dit qu'il était de 11,6%. Non, ça serait déjà ce qu'il y a en France, déjà 11%, c'est énorme. Si Dijon était à 11,6% de taux de chômage, alors là, on ferait encore beaucoup plus de soucis. Déjà, c'est trop élevé, c'est à 8,9%. Enfin, c'est pas la même chose. On ne peut pas partir de chiffres qui sont faux. Je suis bien obligé de remettre les choses en place, en perspective, pour avoir de vrais débats. J'ai continué, hein, merci, donc pour tout dire comme ça. Il y a une chose, c'est difficile à contrer, parce qu'il a dit qu'à Dijon, 90% des logements sont anciens. Je vous demande de réfléchir à la profondeur de cette phrase. Non, mais je n'invente pas. Cette phrase, elle figure sur ses écrits et tout. 90% des logements sont anciens. C'est vrai. Et plus les années vont aller, mais il faut lui dire. Non, mais j'ai regardé tout à l'heure toute la liste des choses absolument passionnantes qu'il publie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Hein. Donc oui, il y a des logements anciens, et chaque année, vu qu'on en fait des nouveaux, il y a des logements anciens, les logements nouveaux deviennent des logements anciens. Enfin bon, vous m'avez suivi. Quand l'entreprise Primark s'est installée, le magasin s'est installé à la Toison d'Or. Bon, c'est quand même 304 emplois. Bon, c'est pas forcément 304 équivalents temps plein, ça en fait 250, c'est pas la même chose. Mais enfin, c'est 304 personnes qui vont se trouver, et il fallait les voir, j'étais content d'être en situation de travail. Je sais la concurrence que ça peut entraîner, mais dire que l'implantation de cette unité, de ce magasin, de cet établissement à Dijon, le deuxième en France après Marseille, est, je le lis, le symbole de l'effondrement du pouvoir d'achat des Dijonnais. Non, mais il faut quand même aller le chercher. Mais c'est écrit. C'est comme Ikea. S'ils sont venus, c'est parce qu'on est très pauvres. Alors, vous voyez, c'est difficile d'avoir un débat bien organisé. Je dis ça parce qu'on me propose sans arrêt de débattre. Moi, je fais avec mes colistiers le tour de la ville, je présente mes propositions. Mais il y a plusieurs listes, et je ne crois pas que ça soit bien d'organiser un débat tant que ces choses-là ne sont pas clarifiées. Et s'il y a un deuxième tour, bien évidemment, il y aura un débat. J'espère qu'on l'évitera. Hein? Donc, on peut l'éviter. Le mieux pour éviter le débat, parce que ça risquerait d'être un peu faussé, le mieux, là, c'est de nous faire passer 2 premiers tours. Hein? On compte sur vous, hein? Il faut y aller. Ah, il y avait aussi l'hôtellerie. Bon, ça je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, il a dit qu'on avait un des plus bateaux de remplissage de nos hôtels. Nous, on pense au contraire qu'avec le plus fort taux de remplissage de nos hôtels, on doit en construire de nouveaux. Donc, vous voyez, c'est quand même des oppositions qui sont assez fondamentales. Quand c'est les hôteliers eux-mêmes qui vous donnent le chiffre, vous avez plutôt tendance à les croire. Donc, ils nous ont dit qu'il y avait un taux de remplissage, je cherche Didier Desieux, de l'ordre de 70%. C'est beaucoup, hein, 70% de taux de remplissage. Donc nous, on pousse plutôt à construire des hôtels. On pousse plutôt à construire, vous l'avez compris, à faire vivre l'activité économique, plutôt que de dire on arrête tout, parce qu'il y a trop
Il y a trop de chambres d'hôtel, ce qui n'est pas vrai pour les grands congrès. Il y a une chose qu'on a fait, bien faite, finalement, c'est la lino. Alors la lino, ça a été le cheval de bataille de la droite dijonnaise, qui ne l'avait pas fait pendant 40 ans. Hein. Donc là, elle est faite. D'accord. D'ailleurs, on devrait respecter, ça me fait penser, la parole et l'engagement de Robert Poujade. Il faudrait que je retrouve ça. Il voulait qu'elle s'appelle Lino François Mitterrand. Ça, je dis, ça va faire plaisir au maire de Fontaine, j'en suis sûr, au maire de Talent, etc. Mais c'est un engagement de Robert Poujade. On va essayer de le tenir quand même. On va retrouver ça et tu te rappelles de cet engagement. Donc là, Lino, elle est faite. Vous ne savez pas ce qu'ils avaient dit? Le jour même où la lino va être ouverte, elle va être saturée. Il va y avoir des bouchons partout. Prenez-la. Allez-y. Allez voir les bouchons. Voilà, c'est pas moi qui ai fait des ronds-points alors qu'on aurait pu faire des sorties plus simples. Hein. Ça, c'est les services de l'État qui ont fait ça. Mais elle devait être saturée dès le jour de la mise en œuvre, en circulation. Vous pouvez la prendre tranquillement, hein, je peux vous assurer. Ça va monter en puissance et ça va être bien. Ça va désengorger la circulation à Dijon. On a déjà des chiffres en baisse. Je me les suis procurés. Des chiffres en baisse sur les boulevards extérieurs. Et là, on va leur préparer un petit projet, très bien, sur les boulevards extérieurs, pour encourager les transports collectifs. Hein, en neutralisant une voie, enfin, on va continuer. Notre but, c'est que l'automobile ou l'automobiliste se plie à notre urbanisme, et pas l'inverse. C'est une conception qui est complètement différente, moi je veux bien en discuter. Notre but, c'est pas de créer des parkings au centre-ville pour faire revenir les voitures au centre-ville, et puis refaire des places comme celles qu'on avait, où on pouvait même pas aller au milieu de la place sans manquer de se faire renverser. Je pense à la place de la République, la place d'Arcy, c'était même pas une place, il y avait un petit peu d'herbe au milieu, les espaces verts arrangeaient ça le mieux possible, mais bon, c'était pas une place, c'était un coupe-gorge quand on traversait là, enfin, on pouvait se faire écraser à tout moment. Donc, nous, on veut pas, en plus on en a des parkings, ils sont pas toujours pleins d'ailleurs. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait que des automobilistes qui viennent pour des raisons d'utilité, et pas pour des raisons de transit. Et donc, on les fait partir sur le côté. Je terminerai ce petit tour d'horizon un peu peut-être fastidieux, mais je voulais vous donner tous ces arguments, je m'en excuse, sur une dernière... non, il y a deux déclarations encore qu'il faut remettre en place. La première parce qu'elle est fausse, c'est incroyable quand même d'écrire des choses pareilles. Monsieur Houpert vient de dénoncer la politique de la ville de Dijon pour les handicapés, en disant sur son Facebook, sur son blog ou dans des communiqués que Dijon était une des villes de France les plus mal classées en matière de handicap, d'accessibilité, vous l'avez compris. Or, Dijon était mal classé, ça c'est vrai. Dijon était mal classé, mais dire ça au moment où on vient de sortir les nouveaux chiffres, après les rencontres avec l'APF, et où Dijon a fait un bond incroyable. Pourquoi? Parce qu'on avait un problème d'accessibilité au transport public, tout le monde l'a bien compris. Et d'avoir 102 bus accessibles, d'avoir des trams accessibles, ça change la vie des personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées. Et donc, c'était très important. Alors, il dit faire en sorte qu'une ville soit accessible. Bon, bien sûr, ça c'est bien de dire ça, moi aussi. C'est ma vision de cette dimension humaine de la ville. Dijon est toujours la mauvaise élève en matière d'accessibilité aux handicapés. L'APF confirme ce constat. Dijon est classé 76e sur 96. C'est faux. C'est faux. Alors, j'ai plus en tête tous les chiffres. J'avais demandé combien? 31e. Voilà. On
On est 31e. Alors, comment voulez-vous... Alors, on peut encore s'améliorer, mais dans une ville où il y a beaucoup de monuments historiques, c'est très difficile de remonter, parce que, ne serait-ce que pour faire une accessibilité au musée des Beaux-Arts, dans la partie qui a été rénovée, ça coûte très 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 cher. Et d'ailleurs, c'est une belle ambition. Mais encore faut-il que les architectes des monuments historiques soient d'accord. Ils ne sont pas toujours d'accord, même pour avoir telle accessibilité à telle marche, à tel escalier, etc. Les escaliers classés, on en a plein de Palais des Ducs. Et donc, on ne peut pas mettre de rampe, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Donc, on a fait un bond, on a une moyenne de 15,5%, je crois. 15,5, pas pour cent, sur 20. 15,5, c'est la note qu'on nous attribue. Et donc, on est passé de 11 à 15,5. Plutôt que de dire, bah, il y a des efforts, c'est bien, il faut continuer. Il dit, les chiffres d'il y a 2 ans, voilà, Dijon est très très mal classé, on se demande s'il travaille, on se demande s'il lit ses dossiers, on se demande où il va chercher ses fiches. Et il est tout seul, ce garçon, ou quoi? Voilà. J'en avais encore une. Oh oui, je vous la fais. Hein. Celle-là, elle est pas mal quand même, elle est pas mal. Je vous l'avais dit, mais j'avais pas lu les raisons. Vous savez, quand on a lancé la Cité de la Gastronomie, il m'a interpellé, je crois que c'était à la foire gastronomique, et donc nous on était heureux, Dijon était retenu, on disait Dijon, Cité de la Gastronomie, ça, voilà un beau projet, ça a été dit tout à l'heure, voilà un projet qui va attirer, nous l'espérons, des dizaines de milliers de visiteurs supplémentaires sur notre ville, qui va animer la ville, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et donc, lui, il disait, mais pourquoi Dijon prend tout à Beaune? Pour quelqu'un qui est candidat à Dijon, c'est quand même assez étonnant. Je suis pas sûr qu'à l'époque, il avait envisagé d'être candidat à Dijon. Parce que quand même, s'il avait envisagé d'être candidat à Dijon, alors c'est suicidaire. Allez le dire partout. Lui, il veut que la Cité de la Gastronomie, elle soit pas à Dijon, mais elle soit à Beaune. Et il est candidat à Dijon, venant de Salive d'ailleurs. Vous voyez un peu le chemin. Alors non, c'est pas possible ça. Alors j'ai retrouvé sa déclaration parce que je ne me rappelais plus de tout. Et il disait, à l'instar du grand Bernard Loiseau, dont l'épouse, marraine du dossier beaunois, Yvette est bonne, hein, perpétue aujourd'hui sa tradition d'excellence. Il ne parlait pas de Dijon, hein, il parlait de Beaune. Hein. Donc Beaune, candidate légitime, reconnue. Dijon entend lui ravir sa place. Non mais c'est le candidat à la mairie de Dijon. Allez le dire partout. Mais je comprends que les gens n'aient pas voulu aller avec lui au début, hein, et qu'ils aient été obligés au contraire. Et d'ailleurs, il faut que Dijon arrête de récupérer et de rapatrier des manifestations à l'origine beaunoise. Cet excès d'appétit cache-t-il une incapacité à développer par soi-même des initiatives propres? Non mais, il parle toujours de Dijon, hein. C'est toujours le même candidat qui vient de Salive et qui vante Beaune tout en étant candidat à Dijon. Si, je vous assure. Mais alors là, franchement, il y a un moment où on se dit, ça va être dur de débattre. Il dit, que penser du site retenu? L'hôpital général, symbole de tant de souffrances, de douleurs intimes, dont la reconversion éventuelle en cité de la gastronomie, à quel point cette ville montre à quel point cette ville souffre de thrombose. Voilà les déclarations de notre adversaire UMP. Je comprends que l'autre UMP ne voulait pas aller avec lui. Ça, franchement, ça s'explique assez facilement. Bon, voilà, mesdames, messieurs. J'en ai d'autres, hein, mais je ne veux pas... je veux pas. Donc, il fallait remettre les choses au point. Il fallait dire la vérité. Parce que dans un débat démocratique, s'il n'y a pas la vérité, on ne peut pas débattre, vraiment, clairement. Et il faut que nos concitoyens soient informés des chiffres, de la réalité. Certes, tout ce qu'on a fait n'est pas parfait, on ne le prétend pas.
bien évidemment. On sait qu'on peut encore faire des choses, c'est d'ailleurs pour ça qu'on suscite et qu'on demande les suffrages. Et ce qu'on veut, c'est que le débat y soit sain. On veut qu'on débatte des projets, projet contre projet. Et c'est pour ça que, dès lundi, nous présenterons nos projets pour Dijon. Ce sont des projets qui sont raisonnables. Certains mettent à l'étude des grands projets qui sont attendus. Mais nous ne les ferons que si nous avons les moyens de les faire. Je voudrais le dire à l'avance. Nous ne les ferons que si la conjoncture nous permet de les faire, sans mettre en péril les finances de la ville. Par contre, nous maintiendrons nos efforts en matière d'éducation. Tout ce que nous faisons pour l'éducation, aujourd'hui, sera poursuivi, amplifié même, si nous le pouvons. Parce que nous savons que d'avoir une jeunesse où on peut développer l'égalité des chances, la vraie égalité des chances, c'est une chance pour la ville demain. Et nous ne lâcherons jamais l'effort en matière d'éducation. Nous poursuivrons également sur tous les domaines où la ville s'est engagée à travers un renforcement de son service public, dans le domaine de la petite enfance, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le domaine du soutien aux personnes âgées. Et puis, vu que nous voulons respecter la loi, nous construirons encore des logements. Mais, de grâce, aidez-nous. Dites-leur que nous ne bétonnons pas la ville. Nous venons d'être classés 4e ville la plus verte de France. C'est pas notre équipe qui a fait tout ça. C'est une longue histoire. Moi, je reconnais, autant j'ai pu critiquer certains aspects de la politique de mon prédécesseur, mais quand on était l'autre soir à côté du parc des Carrières-Baquin, c'est Robert Poujette qui avait fait le parc des Carrières-Baquin. Et alors, ça fait partie de notre histoire. C'est ça qui fait que on a aussi, nous, poursuivi cet effort en matière de création de parcs et jardins. Mais c'est ça une ville. Une ville, c'est assumer ce qu'ont fait les prédécesseurs. C'est l'assumer, et puis quand on a des idées différentes, quand on porte des valeurs comme les nôtres, de solidarité, de citoyenneté, de lutte contre les discriminations, de respect de l'autre, de ville, de la mixité sociale, d'amplifier l'effort que nous faisons. Alors, nous allons porter ce message à travers la ville, partout, pendant les 31 jours qu'il nous reste. Mais je voudrais terminer par un message de mobilisation. Le bilan, nous continuerons à le développer. Le projet, nous le montrerons. L'équipe, la belle équipe, vous la connaissez. Elle est là, unie, avec sa diversité, ses origines, mais fidèle et adossée à ses valeurs. Le maire, moi-même, vous me connaissez. Ça fait longtemps que j'ai fait le choix de Dijon, le choix du cœur. J'ai fait le choix de Dijon, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai refusé d'être ministre, oui, bien sûr. Et j'en entends des choses sur... J'ai refusé d'être ministre, parce que j'avais choisi Dijon. J'ai choisi Dijon, à ce moment-là. Et quand j'ai fait ce choix-là, c'est un choix de cœur. Et, croyez-moi, c'est pas un choix que je regrette. Voilà. C'est pas un choix que je regrette. Alors maintenant, eh bien, on va faire la campagne, les 31 jours, tous ensemble, unis, sur nos projets, sur notre bilan. On a besoin de vous. On a besoin que vous alliez porter. Il faut que, pour continuer, vous soyez derrière nous, vous nous souteniez. Il faut que partout, dans les quartiers, vous puissiez dénoncer les contre-vérités, annoncer les projets, les présenter, et dire ce que nous disons. Dijon est une belle ville. Dijon est une ville où il fait bon vivre. Dijon est une ville où il fait douce à vivre. Dijon est une ville à aimer. Dijon est une ville à aimer. Et on ne peut bien diriger une ville pour le bien-être de ses habitants que si on l'aime. Alors nous, oui, on aime Dijon avec vous. Merci.